Manager. Ce terme anglo-saxon vient du français manège. Au XIXe siècle, le manager était chargé de dresser les chevaux et de leur apprendre à bien se conduire dans un manège. En traversant la Manche, le mot a pris à la fois une connotation de meneur, mais aussi de gestionnaire. Comble du paradoxe, il n'existe pas dans le vocabulaire français de mots exprimant cette double signification. C'est pourquoi nous avons employé ce terme de manager tout au long de notre ouvrage, de préférence à gestionnaire, cadre, dirigeant ou autre responsable. Envié, mythique, ambigu, la fonction de manager exige un dosage permanent de comportements variés, parfois antinomiques. Rigueur et décontraction, recul et souci du détail par exemple. La réussite d'un manager exige vision, compétences financières et techniques, charisme et autorité, que le contexte soit facile ou que l'ambiance soit à la crise. Cependant, le succès passe aussi par son comportement, ses gestes, ses paroles, sa relation avec ses collaborateurs, tant au quotidien que lors de moments plus formels. Si tout était facile, s'il suffisait de transmettre des instructions et de faire remonter des revendications, alors il n'y aurait pas besoin de manager. Derrière chaque manager se cache une femme ou un homme avec ses certitudes et ses fragilités, mais aussi avec son sens du devoir et des responsabilités. Visionnaire, stratège, meneur d'hommes, financier hors pair sont autant de traits du profil idéal que recherche tout actionnaire et que s'arrachent les chasseurs de tête. Toutefois, il est sur Terre un nombre considérable plus élevé de managers que d'individus possédant toutes ces qualités. On peut apprendre la gestion financière et comptable, le manager de projet ou le B.A.B.A. de la conduite de réunion. On n'apprend pas pour autant à devenir manager. Tel individu se révélera plus ou moins émotif, malin, créatif, diplomate ou psychologue, ce qui accélérera indéniablement son parcours vers des fonctions à responsabilité. Mais sera-t-il d'emblée, pour autant, un bon manager ? Seules les années d'expérience, renforcées par des temps de recul, d'échange, de formation pertinente et d'erreurs, permettront aux débutants d'acquérir progressivement les compétences indispensables à la réussite de cette fonction. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Sous la pression du quotidien, mais animé d'une bonne intention, le manager agit parfois de façon réflexe, tant le problème posé paraît simple et sa solution évidente. C'est alors qu'il tombe dans le piège et commet une erreur. Nous faisons ici allusion aux petites erreurs du quotidien, qui révèlent du comportement tactique de l'individu et non aux décisions stratégiques qui engagent l'entreprise sur une vaste échelle. Sur l'instant, les conséquences de ces bourdes ne sont pas dramatiques, en ce sens qu'elles ne mettent pas en péril l'existence de l'entreprise. En revanche, s'il n'en est pas de même de leur impact sur l'individu, ni de leur accumulation. Dans notre parcours professionnel, où que l'on se situe dans la hiérarchie, nous avons tous commis ou subi des erreurs de management. Cela nous a permis de causer, d'observer ou de vivre plus ou moins intensément des situations critiques, tendues, parfois irréelles, toujours mémorables. À première vue, ces erreurs semblent tellement surprenantes qu'elles ne peuvent arriver qu'aux autres.
Pourtant, elles ont toutes été observées et bien souvent commises, non sans un certain brio par les individus au QI réputé supérieur à la normale. Aveuglement, indifférence, désarroi. Les causes sont multiples. Par quel concours de circonstances peut-on en arriver là? Comment se fait-il qu'un être plutôt intelligent tombe dans le piège sans même s'en rendre compte? Comment aurait-il pu l'éviter? Comment agir différemment si des circonstances similaires se représentent? Comment détecter les fausses évidences et réagir selon la réalité des situations qui nous sont exposées? Comment éviter quelque chose trappe? Comment disposer de quelques atouts afin de bien gérer une situation délicate? Comment intégrer de nouvelles pratiques dans son comportement quotidien? Autant de questions auxquelles nous proposerons des éléments de réponse au travers des chapitres qui suivent. Nous laisserons de côté tant la stratégie que la finance afin de nous consacrer exclusivement aux aspects humains, tactiques et opérationnels de la fonction managériale. Comment motiver, comment propager l'énergie, de quelle façon exercer son autorité, pourquoi et comment déléguer, comment apaiser une crainte, comment sublimer l'intelligence de ses collaborateurs. Il ne s'agit pas dans cet ouvrage d'aborder toutes les facettes du management. À l'exposé théorique et systématique, nous avons préféré la description vivante de faits réellement observés ou vécus, sous forme d'instantanés qui seront autant de miroirs pour le lecteur indulgent ou lucide. Les 6 premiers chapitres de cet ouvrage correspondent aux grandes phases d'un cycle de management, de la prise de fonction à l'évaluation, en passant par les phases d'organisation et de pilotage. Le 7e, plus transverse, est consacré à l'éthique et à l'exemplarité. Chaque chapitre se compose de cas réels observés ou vécus dans des sociétés européennes de toute taille ces 20 dernières années. Certains cas sont autobiographiques, d'autres ont été directement observés par des proches de l'auteur. Nous sommes attachés à tous les relater aussi fidèlement et naturellement que possible, sans fioriture ni exagération. Toutefois, certaines implications se sont avérées inévitables. En effet, de nombreuses difficultés de management sont liées à la complexité du contexte économique et opérationnel de l'entreprise, à son environnement extérieur, à son historique, à son organisation et à la technicité de ses métiers. Les décrire chaque fois en détail eût triplé le volume de cet ouvrage sans pour autant en renforcer le propos. Dans le souci d'une meilleure compréhension, seuls les subsistants, donc les faits, en général dépouillés de considérations métiers, il leur résulte inévitablement des simplifications qui forcent le contraste de certaines histoires et confèrent à leurs personnages des traits manichéens ou caricaturaux qui n'ont pas dans la réalité. Les secteurs économiques, les noms des entreprises et l'identité des acteurs ont été modifiés dans un souci évident de discrétion et de respect. La plupart des héros de cet ouvrage étant toujours en activité. De même, la distribution des prénoms est aléatoire et toute ressemblance avec un individu ou des individus existants ou ayant existé serait fortuite et involontaire. Sans doute reconnaîtrez-vous ça et là l'un de vos collègues ou même votre chef, c'est peut-être lui.
c'est sûrement un autre, à moins que ce ne soit vous. Cet ouvrage a été écrit pour tous ceux qui ménagent, débutants ou expérimentés, afin qu'ils se sentent moins seuls au quotidien. Les erreurs que vous commettez, les pièges que vous déjouez ou que vous voyez trop tard, d'autres que vous, au même instant, les rencontrent également. Chaque cas narratif est suivi de commentaires desquels sont déduites des lois très simples. Ces lois, formulées par des spécialistes de ressources humaines, gouvernent la performance du manager de la même façon que des lois physiques ou biochimiques régissent les phénomènes naturels. Comme l'ont si bien décrit Newton, puis Gottlieb, si vous jetez une pierre ou une pomme en l'air, elle vous retombe sur la tête. De la même façon, celui qui recule devant l'obstacle se forge un destin d'échec. Ou encore, ce n'est pas gagné que d'avoir raison seul. Il serait illusoire de prétendre que le respect de quelques lois suffit à régler tous les problèmes de management, et là n'est pas notre propos. Nous avons souhaité non seulement faire profiter le lecteur de nos nombreuses années d'expérience terrain, mais aussi de lui fournir des apports concrets et immédiats. C'est pourquoi nous lui recommandons d'appliquer dès que possible dans son propre domaine d'activité les lois qui lui semblent adaptées au contexte dans lequel il évolue. Son quotidien devrait en être nettement amélioré. Sa robustesse s'accroîtra, son stress diminuera, ses performances, sa motivation, la qualité de sa vie professionnelle et celle de ses équipes s'en ressentiront. Puis également les acteurs du monde politique ou social, les enseignants, le corps médical et tout autre observateur en retirer une vue un peu plus concrète de cet étrange environnement qu'on nomme le monde de l'entreprise. Chapitre 1. Apprécier le contexte. Il était bleu, le ciel, et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Paul Verlaine. De retour de congé en ce début septembre, Charles, la trentaine, s'apprête à entamer une troisième saison en tant que commercial. L'année est déjà bien avancée et les perspectives économiques sont encourageantes. Sauf accident de parcours, les objectifs de fin d'exercice seront tenus et les commissions seront au rendez-vous. Ces dernières années, Charles a pris une part active au développement des opérations commerciales. Il entend bien un jour recueillir les fruits de ses efforts, à savoir gagner des galons de manager. Pourquoi cette ambition? Avoir plus d'influence sur le business, accroître sa rémunération, élever le niveau de reconnaissance que lui témoigne son entourage, avoir une meilleure estime de lui-même, transmettre à autrui ce qu'il a déjà acquis de ses aînés, parce que c'est la voie normale dans le métier. Un peu de tout cela sans doute, mais surtout afin de trouver en permanence une excitation, une motivation, de nouveaux défis à relever. Qui n'avance pas recule, assène-t-il souvent en justification de ses suggestions. Que s'est-il passé en son absence? Rien de spécial apparemment. Le business est toujours assez plat, au moins d'août. Les célibataires laissent leurs collègues chargés de famille partir en vacances afin de mieux se consacrer à de menus travaux de rangement ou de réflexion stratégique. Charles a bien de la chance. Ses dirigeants ont cogité pendant qu'il bronzait. À peine le temps de prendre un café, de saluer ses collègues et de commencer à raconter ses vacances. Arrive Hans, le directeur, qui se mêle en toute convivialité à la conversation. Lorsque celle-ci retombe et que chacun sent qu'il est temps de se remettre à l'ouvrage, Hans attire Charles à l'écart, d'un ton un peu énigmatique.
Charles prend le temps de te remettre dans les dossiers et de voir s'il y a des appels urgents à traiter. Puis, si possible, passons un moment ensemble en fin de matinée. J'ai quelques bricoles à te raconter, rien de grave, je te rassure. Appâté par cette demi-nouvelle, Charles expédie d'aisément mais assez prestement les affaires courantes, passe 2 ou 3 coups de fil, puis se rend d'un pas qui se veut léger dans le bureau de Hans. 3 minutes de conversation et de banalité, d'usage autour des vacances, puis Hans adopte un ton un peu plus cérémonieux. Voilà, Charles, comme tu le sais, notre filiale se porte bien depuis maintenant plusieurs années. Nous allons lancer de nouveaux produits en début d'année prochaine et il va falloir nous organiser un peu différemment pour soutenir notre stratégie de croissance. Intéressant, pense Charles, oubliant d'un coup les cocotiers sous lesquels il se prélassait encore 48 heures plus tôt. Depuis maintenant 5 ans, tu as pris part active à notre développement et lors de notre dernier entretien annuel, tu m'as fait part de ton souhait d'accéder un jour à plus de responsabilités. Très intéressant, continue de penser Charles, impassible. Eh bien, Charles, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Enfin bonne. J'espère, durant le mois d'août, nous avons décidé de changer notre organisation. Nous subdivisons la direction commerciale en 3 agences et nous souhaitons te confier la responsabilité de l'une d'entre elles. Chaque agence aura ses moyens propres et Charles n'écoute déjà plus. C'est extrêmement intéressant, plus aucun doute. La moitié droite de son cerveau entonne un air que les mélomanes avertis situeront quelque part entre le fameux Yabadaboom des Flintstones et le nom moins célèbre We Are the Champions dans le même temps. Son cerveau gauche se met en marche. Enfin un peu de moyens pour agir rapidement. Plus besoin de négocier la disponibilité des technico-commerciaux avec un tel ou un tel. On va pouvoir parler métier et développer la base client. J'aurai même quelques jeunes commerciaux qui vont se faire une joie de récupérer la prospection. Je leur donnerai un coup de main de temps en temps et je passerai et ils agiront. Je penserai et ils agiront. La suite lui prouvera que, certes, ils agiront, mais pas toujours comme ils l'avaient imaginé. Ils agiront parfois comme prévu, mais aussi parfois avant, parfois après, parfois différemment, parfois pas du tout, bien qu'ils aient opiné du bonnet lors des réunions. Puis ils prendront l'habitude de venir le voir, avec des problèmes insolubles ou déjà résolus, avec des idées loufoques ou réalistes. Bienvenue dans le management! Que l'on prenne une première ou une nouvelle fonction de responsabilité, voire de direction, au sein de son département, d'une autre entité du groupe ou dans une entreprise différente de celle où l'on officiait précédemment, le problème est le même. Que découvre le nouveau manager par rapport à l'idée qu'il se faisait du rôle? Comment gérer la transition avec la situation précédente? Que faire en premier lieu? Comment imprimer rapidement sa marque et son autorité? Selon les cas, comment diriger ses experts? Comment débarquer positivement en situation de crise? Comment remplacer une star appelée à un autre destin? Comment prendre en main des responsabilités lorsqu'on ne connaît pas le détail de l'activité? Dans quel contexte culturel, économique, personnel le nouveau venu entre-t-il en fonction? Certes, au cours de réunions antérieures ou d'entretiens d'embauche, il a eu l'occasion d'approcher le contexte économique de sa future entité
d'en découvrir les grandes lignes et de se faire une idée des moyens dont il disposera et de ce qu'on attendra de lui. Mais qu'en sait-il réellement? Trop ou pas assez? La précipitation dans l'action? Trop ou pas assez d'importance accordée au caractère des uns et des autres? Trop ou pas assez de focalisation sur les facteurs clés de succès? Sont autant de paramètres initiaux qui vont assez rapidement déterminer la nature heureuse ou malheureuse de la trajectoire du nouveau promu. On attend beaucoup d'un nouveau manager. Ceux qui l'ont embauché et ceux qu'il va encadrer ont leur vision de ce qu'il peut ou doit leur apporter. Mais lui, il devra le découvrir au fur et à mesure de son intégration dans le nouveau rôle. On se doute qu'il devra en premier se plonger dans l'environnement de son entreprise, décrypter ses orientations stratégiques, puis identifier les facteurs clés de succès et leur impact sur l'entreprise à moyen terme. On attendra qu'il sache apprécier les enjeux et fixer des objectifs. On espère qu'il percevra avec finesse l'environnement dans lequel il gravite, les contraintes économiques et culturelles de son entreprise, la personnalité de ses dirigeants et collègues, et même les intrigues ou rancunes politiques. On suppose qu'il réfléchira aux orientations tactiques qui lui permettront de s'intégrer efficacement dans son nouvel environnement. Pourtant, le manager n'est pas encore installé dans son poste que déjà de multiples pièges sont tendus. Les histoires qui suivent illustrent ce phénomène de multiples manières. Le sauveur, diversification. L'action se situe au sein d'un petit cabinet de conseil en organisation, en phase de croissance, reconnu sur le marché pour ses compétences pointues dans un domaine déterminé. Afin de compléter son offre de services, les dirigeants envisagent de diversifier leurs activités et d'élargir leurs prestations au système d'information. Il ne s'agit pas vraiment de bâtir une nouvelle spécialité, mais plutôt de répondre aux opportunités de projets informatiques qui se présentent de temps à autre chez les clients et qui, jusqu'à ce jour, ne faisaient pas l'objet d'une attention particulière. La direction décide d'embaucher un nouveau manager. Son objectif sera de mettre en place cette nouvelle activité en s'appuyant d'abord sur les ingénieurs consultants internes, puis en intégrant progressivement de nouvelles recrues. Le Messie, quelques semaines plus tard, se tient le séminaire annuel de la société, rassemblant tous les consultants dans une ambiance décontractée, au bord d'une plage mêlant convivialité et sessions de travail autour de thèmes stratégiques. Les dirigeants ont décidé de profiter de ce forum pour que le nouveau manager Hervé se présente et précise ses ambitions. L'effectif au grand complet se retrouve ainsi en salle de conférence au début d'un après-midi ensoleillé. Hervé monte à la tribune, se présente, rappelle en détail son CV et son parcours professionnel, puis il précise d'emblée que lui seul sait mener des décisions, des missions informatiques, qu'aucune compétence en la matière n'existe à ce jour au sein du cabinet, que ce type de projet est tellement spécifique qu'on ne peut le confier à n'importe qui et que nul ne peut s'improviser consultant en système d'information. L'auditoire guettera en vain ce jour-là toute trace de vision, d'objectif, voire d'engagement d'Hervé sur la nouvelle activité dont il a la charge. Hervé est le sauveur de cette divine nouvelle et censé soulager les angoisses de ses collègues. Est-il utile de préciser que l'intervention d'Hervé se solde par un flop retentissant, la météo incitant par ailleurs son audience à se ruer dès la pause sur la plage toute proche? Mais non, les consultants en place déclineront une à une les offres d'Hervé. Pourtant,
si enclin à les prendre sous son aile afin de les éduquer et d'en faire de vrais consultants. Selon ses propres termes, il faudra à Hervé plusieurs années pour bâtir son activité, monter une équipe de consultants informatiques, tous venus de l'extérieur, aucun collaborateur en place n'ayant été attiré par cette discipline. Que peut faire la direction générale pour éviter ou pour compenser un tel comportement? Comment Hervé aurait-il pu s'y prendre pour susciter l'adhésion de ses nouveaux collègues? Décryptage. Nous sommes dans une communauté d'experts scientifiques et techniques. Dans une telle équipe de taille moyenne, l'arrivée de nouveaux collaborateurs s'entoure d'abord de mystères, voire de suspicions, puis d'attentes et d'espoir. Les dirigeants n'ignorent pas ce phénomène et ont fort intelligemment saisi l'opportunité du forum annuel convivial et décontracté pour propulser le nouveau manager sur le devant de la scène. Mais qu'ont-ils prévu d'autre pour assurer le succès du démarrage de cette nouvelle activité? Hervé se lance dans une prise de parole publique sans préparation, sans réflexion préalable sur les messages à communiquer, les objectifs et les bénéfices attendus de son intervention. Le recrutement et la définition de la mission. Les dirigeants ont été piégés. Ils ont pensé qu'il suffisait de recruter un calibre en réponse à une opportunité, et que le destin ferait le reste. Erreur funeste. Le nouveau venu était sûrement un informaticien chevronné, mais un communicant débutant. Les dirigeants, accaparés par le quotidien et trop heureux d'avoir enfin quelqu'un en charge des projets informatiques, n'ont pas pris le temps de s'assurer que le nouveau venu avait bien perçu ce qu'on attendait de lui, à savoir non seulement des missions nouvelles basées sur son expertise, mais aussi une collaboration formatrice et un transfert de connaissances envers les autres consultants. Un temps de répétition comme au théâtre, préalable au forum annuel, aurait permis aux dirigeants d'apprécier l'apport potentiel du nouvel arrivant, d'identifier ses lacunes, de préciser les contours de sa mission et de recadrer son intervention en conséquence. En l'occurrence, faute de talent et de préparation, la requête passe à côté de la balle et l'occasion d'une entrée en scène réussie est définitivement perdue. Face à une telle situation, la direction n'a qu'une alternative, admettre son erreur de recrutement et mettre fin immédiatement à la période d'essai, ou bien écourter l'intervention et ménager une seconde chance au nouvel arrivant à l'issue d'une phase de recadrage intensif. La première opportunité est déterminante et par définition, elle ne survient qu'une fois. Écoute, humilité, observation, reconnaissance des compétences existantes et des réalisations passées doivent dominer dans un premier temps. Les objectifs stratégiques peuvent ensuite être communiqués. Voilà ce que la direction attend de nous. Voici ce à quoi nous allons nous atteler ensemble. Voilà pourquoi cette nouvelle équipe, ce nouveau projet voit le jour. Les exigences viendront plus tard, lorsque respect et confiance commenceront à s'établir. L'autopromotion n'est pas nécessaire et même à déplacer. Le bon informaticien, le bon commercial, le bon manager n'auront jamais à déclarer qu'ils sont ou ont été de bons professionnels. Leur comportement, leur réalisation, l'apport à leur entreprise, la valorisation de leurs collaborateurs illustreront leurs capacités, les mettront progressivement en valeur et leur permettront de s'imposer bien plus efficacement que ne le feraient de pesants discours. Trop focalisé sur ses capacités et objectifs personnels, Hervé a omis la dimension affective et émotionnelle de l'échange avec ses nouveaux collègues. Il s'est rapidement noyé dans un discours trop technique et trop rationnel. Je suis bon, donc j'ai raison, et donc écoutez-moi. Une bonne dose de vision et une pincée d'amour l'auraient sûrement et définitivement avantagé. Le zèbre et le gnou. Inédit d'une start-up et des clients.
Nous découvrons nos héros en plein cœur de la nouvelle économie au début de l'an 2000. Philippe a fondé une start-up quelques années auparavant. Il s'agit d'un nouveau service informatique pratique et à destination des particuliers, accessible sur abonnement Internet. Agile, inventif, dynamique, Philippe maîtrise suffisamment l'informatique pour développer lui-même la première version de son site web. Son talent commercial fait le reste et, constat assez original à l'époque, l'entreprise compte déjà plusieurs centaines de clients. Afin de pouvoir se concentrer sur l'invention et l'innovation et le développement tout en accompagnant la croissance de son entreprise, Philippe souhaite s'entourer de quelques adjoints. Parmi eux arrive Charles, qui prend en charge l'informatique. Assez rapidement, Charles est mis au fait des applications existantes et de leurs limites. Les remarques formulées par les collaborateurs de l'entreprise et les critiques parfois violentes de clients jamais avares de commentaires lui permettent de cerner l'étendue des problèmes de qualité auxquels il faudra rapidement remédier. Philippe lui-même en est conscient et souhaite ardemment que son système soit fiabilisé puis étendu à d'autres services. Après quelques semaines, Charles estime avoir fait le tour de la question et parvient à la conclusion qu'il est grand temps de procéder à un sérieux lifting. Cette opération prémunira l'entreprise de graves difficultés techniques et devra lui permettre de faire face sereinement aux sollicitations générées par la croissance de l'entreprise. Les managers sont alors invités à une demi-douzaine de sessions de brainstorming portant sur les différents aspects du système. Au cours de ces séances, les insuffisances du système en place et les évolutions souhaitées sont évoquées en détail. L'accent est mis sur la fonctionnalité et le service rendu au client. La technique venant d'un recueil de besoins remis à l'ensemble des participants. Lors de la dernière session, un projet d'architecture nanti du modèle de données et d'un planning sommaire est présenté par Charles. La proposition reçoit l'assentiment des managers et du conseil d'administration. Le feu vert est donné pour la réalisation. Le projet d'école en fanfare, les dirigeants sont conviés à des réunions d'avancement hebdomadaires ou mensuelles. Au cours de ces réunions, les documents de spécification ou même des prototypes sont soumis à la critique des participants afin de recueillir leurs commentaires, réactions ou approbations. Bizarrement, les développements tardent pourtant à porter leurs fruits. Charles s'étonne parfois de la teneur des remarques formulées par certains de ses collègues, en particulier ceux qui avaient assisté aux sessions de travail précédentes. Par exemple, lors de la validation d'un développement, on demande que telle ou telle fonction soit ajoutée, dans le but de prévenir tel incident potentiel. Rien de plus légitime à première vue, mais que penser d'une telle suggestion puisque la nouvelle architecture évite structurellement que ce problème puisse se manifester? Sans compter que chaque ajout de la fonction retarde d'autant la fin du projet. Charles mettra du temps à comprendre que certains de ses collègues dirigeants n'avaient tout simplement pas intégralement perçu toutes les facettes de cette nouvelle architecture, mais qu'ils n'avaient pas osé en faire état. De ce fait, Charles s'était dispensé de fournir les éclaircissements nécessaires. Quelque temps plus tard, Charles apprend que Philippe s'était enquis de la pertinence de cette nouvelle architecture auprès de prestataires détachés de l'entreprise pour la réalisation du projet. Philippe n'avait pu s'empêcher de questionner directement les informaticiens afin d'en avoir le cœur net. Il était sorti de ces entretiens rassuré, mais totalement inconscient des doutes qu'il avait fait germer dans la tête des développeurs et de la perte de motivation qui s'ensuivait. C'est en discutant avec les informaticiens que Charles comprit l'origine du malaise et prit la mesure de son ampleur.
Philippe était l'auteur de la première version du système, réalisée en commun avec un programmeur de ses amis. Philippe avait été en fait beaucoup plus impliqué qu'il ne le disait, non seulement dans la conception, mais aussi dans l'écriture des applications. Et fort heureusement, car sa productivité avait permis le décollage de l'entreprise. Philippe était très attaché au système, malgré un soutien personnel, public et permanent des réformes engagées. Il n'avait pu s'empêcher de ressentir comme des critiques personnelles et comme un jugement de valeur les remarques et propositions de Charles et des nouveaux arrivants. Le projet verra finalement le jour, mais avec un retard conséquent. À aucun moment, Charles n'avait eu l'intention de blesser qui que ce soit. Et à aucun moment, ces critiques n'avaient été personnelles. L'entreprise s'était développée à une vitesse foudroyante. Charles avait constaté et admis les insuffisances du système comme étant le prix de succès rapidement obtenu et ne s'en formalisait pas davantage. Toutes les propositions s'inscrivaient dans un cadre de solidification et de croissance sans aucun lien affectif avec l'existant. Charles ne s'était pas imaginé que l'on puisse réagir ainsi et était passé complètement à côté des difficultés éprouvées et des craintes ressenties par les dirigeants. Dans son esprit, il s'agissait tout simplement de faire progresser l'entreprise, de faire évoluer son architecture informatique, et tous les responsables ne pouvaient qu'approuver la pertinence de ce projet. Éprouvant les pires difficultés à faire confiance à un tiers en charge de la réalisation et n'ayant pas vocation à assimiler certains aspects techniques, Philippe se retrouvait dans une impasse. Charles n'a pas perçu que derrière un accord de façade, les collaborateurs, par manque d'expérience, ne visualisaient pas toutes les retombées du projet dans lesquelles il s'engageait. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, dit Blaise Pascal. Chaque fois qu'un manager met en œuvre un projet modifiant les fonctionnements de l'entreprise, il est essentiel qu'au-delà de l'objectif partagé, il s'assure que la démarche est totalement comprise et intimement acceptée. Dans le cas exposé ci-dessous, la vitesse de développement du projet n'a pas permis aux inquiétudes de s'exprimer et au champ d'apprentissage d'être identifié. En toute occasion, tant en réunion qu'autour de la machine à café, l'organisation de temps d'écoute permettra d'identifier toutes les craintes latentes. Le traitement des ressentis assurera l'approbation ou l'appropriation des modes opératoires et des comportements à intégrer pour réussir le projet. Le retard de nombreux projets informatiques provient souvent d'un flot constant de nouvelles demandes plus ou moins prioritaires. Si le chef de projet les accepte trop facilement au-delà des phases de spécification, il encourt le risque de voir la livraison de son projet décalée d'autant. S'il les refuse systématiquement au nom d'un planning engageant vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, son image interne sera taxée et rigidité. Le chef de projet devra en toutes circonstances sélectionner les demandes en fonction des objectifs du projet. Il fera respecter ses choix par la qualité de ses présentations et de ses échanges avec la maîtrise d'ouvrage.